Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'histoire au clair de lune. Ce soir, je vous invite à un voyage immobile, une traversée douce à travers le temps, pour explorer une période qui a remodelé le visage de l'Europe et du monde entier. Laissez-vous porter par le fil du récit comme une rivière qui s'écoule lentement vers la mer. Nous allons naviguer à travers les guerres napoléoniennes. Fermez les yeux si vous le souhaitez et imaginez. Nous ne sommes plus dans le présent. Nous dérivons à travers les brumes de l'histoire pour nous retrouver à la fin du XVIIIe siècle. L'air est chargé de changements, de promesses et d'incertitudes. Les vieux empires européens sont encore en place, avec leurs couronnes, leurs palais dorés, leurs traditions ancestrales. Mais sous la surface, un grondement sourd se fait entendre. C'est l'écho de la Révolution française qui a balayé l'Ancien Régime et ses privilèges. Une nouvelle idée, celle de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est dans ce tumulte que naît la figure qui donnera son nom à cette ère, Napoléon Bonaparte. Un jeune homme né sur une île lointaine, la Corse, qui grandit au milieu des révolutions et des combats. Il est le produit de son temps, un enfant de la Révolution, mais il deviendra bien plus que cela. Son ambition, son génie tactique, sa volonté de faire, tout cela est déjà en gestation. Il n'est pas encore l'empereur, juste un officier prometteur dans une armée française qui cherche à se réinventer, à se réorganiser, à se durcir. L'Europe observe, anxieuse, les événements de France. Les rois et les empereurs voient dans cette révolution un danger, une maladie contagieuse qui pourrait menacer leur propre trône. Des alliances se forment, des coalitions se créent, avec un seul but, étouffer la révolution dans son berceau. L'Angleterre, avec sa puissante marine et sa position insulaire, est à l'avant-garde de cette résistance. L'Autriche, la Prusse, la Russie, tous se liguent contre la France républicaine. Et c'est dans ce contexte de guerre que Napoléon Bonaparte va s'élever. On le voit à Toulon, en 1793, où il dirige l'artillerie avec une telle habileté que les Britanniques et leurs alliés sont contraints de fuir. On le voit ensuite en Italie, où il prend le commandement d'une armée mal équipée, mais qu'il transforme en une force invincible. C'est là, au milieu des oliviers et des montagnes, que son génie se révèle. Il ne se contente pas de gagner des batailles, il les gagne avec un panache, une rapidité et une audace qui fascinent et terrifient à la fois. Nous allons explorer ensemble ce destin extraordinaire, étape par étape, comme un sentier de montagne que l'on gravit lentement à son propre rythme. Nous verrons les batailles, bien sûr, car elles sont le cœur de cette époque, mais nous regarderons aussi au-delà du champ de bataille. Nous nous promènerons dans les capitales européennes, dans les cours impériales, et nous nous intéresserons à la vie des gens ordinaires. Nous verrons comment ces guerres ont affecté la vie des paysans, des soldats, des femmes et des enfants. Les guerres napoléoniennes ne sont pas seulement l'histoire d'un homme ou d'une série de batailles. Elles sont un tournant dans l'histoire de l'humanité. Elles ont donné naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles nations, et ont préparé le terrain pour le monde que nous connaissons aujourd'hui. L'idée de nationalisme, par exemple, qui a tant façonné le XIXe et le XXe siècle, est en partie née de la résistance à l'expansion napoléonienne. Tout au long de notre voyage, je vous invite à respirer calmement, à vous laisser emporter par le son de ma voix. Le passé n'est pas un spectacle bruyant, mais une mélodie lointaine que l'on écoute avec attention. Nous allons parcourir des décennies d'histoire, des campagnes d'Italie aux plaines glacées de Russie, des splendeurs de la cour impériale aux sombres salles des traités. Et nous le ferons avec la douceur et la tranquillité de la nuit, sans la précipitation du jour. Pendant que nous voyageons dans le temps, des batailles aux traités de paix, n'oubliez jamais que l'histoire n'est pas une simple collection de dates et de noms, mais une tapisserie complexe de vies humaines entremêlées. Les guerres napoléoniennes ont détruit et construit, ont semé la discorde et l'unité, et ont laissé une marque indélébile sur notre monde. Ce soir, nous explorerons cet héritage, cet écho lointain qui résonne encore. Laissez-vous aller, le voyage commence. Alors que le XVIIIe siècle touche à sa fin, l'Europe est un continent de rois, d'empires et de privilèges héréditaires. C'est un monde ancien. Mais en France,
un bouleversement sans précédent a eu lieu. La révolution de 1789 a non seulement renversé la monarchie, mais a également semé des graines de nouvelles idées, la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple. C'est dans ce contexte de chaos et de promesses que nous rencontrons un jeune officier d'artillerie, un Corse au nom de famille étrange pour les oreilles françaises, Bonaparte. Napoléon, de son prénom, est né en 1769, l'année même où son île natale, la Corse, est devenue française. Il est éduqué en France, à l'école militaire de Brienne, où il est souvent raillé pour son accent et ses origines modestes. Il est solitaire, passionné par les mathématiques, la géographie et l'histoire, et se rêve en grand conquérant. Il est à la fois fasciné par Alexandre le Grand et admirateur des philosophes des Lumières. Il se forge ainsi une identité à la croisée des chemins entre l'ancienne noblesse de l'épée et les nouvelles idées de la République. Au début des années 1790, l'Europe entière se ligue contre la France révolutionnaire. Des coalitions se forment, unies par la peur que l'esprit de la Révolution ne traverse leurs frontières. La France se retrouve en guerre contre une grande partie de l'Europe, notamment l'Autriche et l'Angleterre. C'est dans ce brasier qu'émerge Napoléon. Sa première occasion de briller se présente lors du siège de Toulon en 1793. La ville, occupée par les troupes britanniques et royalistes, résiste aux assauts français. Napoléon, alors simple commandant d'artillerie, a une vision claire. Il faut prendre les hauteurs surplombant le port pour y installer des canons et forcer la flotte ennemie à se retirer. Son plan est un succès total et il est promu général de brigade à seulement 24 ans. Après Toulon, le génie de Napoléon ne passe pas inaperçu. Il est remarqué par des figures influentes du gouvernement français de l'époque, le Directoire, un régime politique instable et corrompu. En 1786, il est nommé à la tête de l'armée d'Italie, une armée mal équipée, mal payée et démotivée, qui a la tâche de faire diversion pour affaiblir les Autrichiens. Alors que nous nous laissons porter par le vent des Alpes, imaginons cette armée d'Italie. Ces soldats sont vêtus de haillons, souvent pieds nus, et leur morale est au plus bas. Mais Napoléon, en arrivant, ne leur fait pas de grandes promesses. Il leur offre une chance, la gloire et la richesse. Il leur dit, d'une voix calme mais déterminée, qu'il les mènera aux champs les plus fertiles du monde. Il les motive par son propre charisme, sa capacité à se souvenir des noms et des visages, et son assurance. C'est ainsi qu'il gagne leur respect et leur loyauté inconditionnelle. Ce qui se passe ensuite est une démonstration de génie militaire. La campagne d'Italie n'est pas une simple diversion, elle est un chef-d'œuvre de tactique. Napoléon déplace ses troupes à une vitesse fulgurante, marchant jusqu'à 50 km par jour, un rythme effréné qui désorganise les généraux autrichiens, plus habitués aux manœuvres lentes et prévisibles. Il divise l'armée autrichienne, puis la défait en une série de batailles spectaculaires, comme à Lodi et Arcole. À chaque victoire, son prestige grandit. Le traité de Campo Formio, signé en 1787, consacre sa victoire. La France gagne de nouveaux territoires, et l'Autriche est contrainte de reconnaître l'existence d'une république sœur en Italie du Nord. Napoléon ne revient pas en France en simple général victorieux, mais en figure politique majeure. Il a conquis l'Italie, oui, mais il a aussi conquis l'imagination des Français. Il est celui qui a redonné à la France son élan, sa fierté, après des années de révolution. Alors que les murmures de la foule l'accueillant à Paris s'estompent, nous prenons un moment pour nous reposer. Imaginez-vous près d'un vieux mur de pierre, chaud et lisse sous la lumière de la lune, et ressentez le poids de l'histoire qui s'accumule. Les campagnes d'Italie ont marqué le début d'une nouvelle ère. Elles ont prouvé que la Révolution française pouvait non seulement se défendre, mais aussi s'étendre. Et pour Napoléon, ce n'est que le premier pas. La route est encore longue, pleine de défis, mais il a prouvé à lui-même et au monde qu'il était capable de faire l'impossible. Nous laissons cette scène derrière nous. La tranquillité du soir s'installe. Les pensées s'apaisent. Le soleil se lève sur la mer Méditerranée, ses reflets dansent sur la coque des navires. Après ses victoires éclatantes en Italie, Napoléon Bonaparte est l'homme de la situation. Le Directoire, le gouvernement français de l'époque, à la fois admiratif et méfiant, cherche à l'éloigner de Paris
pour éviter qu'ils ne prennent trop de pouvoir. Un nouveau plan est élaboré, une stratégie audacieuse et risquée, frapper la Grande-Bretagne. Mais au lieu d'une confrontation directe sur les eaux de la Manche, une mission secrète est confiée à Napoléon. L'objectif est de couper la route des Indes, source de la richesse britannique, en s'emparant de l'Égypte qui fait alors partie de l'Empire ottoman. Ce n'est pas une simple expédition militaire. Napoléon emmène avec lui une armée d'érudits, de scientifiques, d'artistes et d'ingénieurs. On les appelle les savants. Leur mission est de découvrir et de documenter les trésors de cette ancienne civilisation. C'est le début de l'égyptologie moderne. Imaginez un convoi de navires glissant sur les eaux azures, transportant non seulement des milliers de soldats en uniforme, mais aussi des astronomes avec leurs télescopes, des botanistes avec leurs carnets, des historiens avec leurs parchemins. L'expédition arrive à Alexandrie en juillet 1788. Les premières batailles sont victorieuses pour les Français. La plus célèbre est la bataille des Pyramides, où Napoléon, avant l'assaut, s'écrie, selon la légende, « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». C'est une victoire écrasante sur les Mamelouks, les chefs militaires d'Égypte. Les Français occupent le Caire, mais leur triomphe est de courte durée. Pendant que Napoléon consolide sa position à terre, la marine britannique, sous le commandement du vice-amiral Horatio Nelson, le plus grand rival naval de Napoléon, est à leur trousse. Le 1er août 1788, Nelson surprend la flotte française ancrée dans la baie d'Aboukir. C'est un désastre. La bataille du Nil est une victoire totale pour les Britanniques. La quasi-totalité de la flotte française est détruite ou capturée. L'armée de Napoléon est désormais isolée, coupée de la France, prisonnière de l'Égypte. Les mois qui suivent sont difficiles. Les Français doivent faire face à des révoltes locales, aux maladies et aux conditions de vie extrêmes du désert. Napoléon mène une campagne en Syrie pour affronter l'armée ottomane qui se prépare à marcher sur l'Égypte. Il remporte quelques victoires, comme à Jaffa, mais le siège d'Acre est un échec. Les défenses de la ville tiennent bon et une épidémie de peste ravage les troupes françaises. C'est une humiliation pour un général qui n'a connu que la victoire. Au milieu de cet isolement, les savants continuent leur travail. Ils découvrent des temples, des statues, des hiéroglyphes. C'est à cette époque que la pierre de Rosette est trouvée. C'est une stèle sur laquelle le même décret a été écrit en 3 écritures différentes, hiéroglyphes, démotique et grec ancien. Cette découverte sera la clé pour déchiffrer la langue des anciens Égyptiens, bien des années plus tard. Le savoir de l'expédition est documenté dans la monumentale description de l'Égypte, qui reste une source d'informations précieuses sur l'Égypte ancienne. Malgré le succès scientifique, la situation militaire est désespérée. Les nouvelles qui parviennent à Napoléon sont alarmantes. En Europe, la deuxième coalition se forme et la France est en difficulté sur de nombreux fronts. Le Directoire est au bord de l'effondrement, miné par la corruption et l'inefficacité. C'est alors que Napoléon prend une décision audacieuse, presque sans précédent. Il décide de quitter son armée en Égypte, qu'il confie à ses généraux, et de retourner en France en secret. Il embarque sur une petite frégate et par une nuit brumeuse, contourne la flotte britannique. Alors que nous laissons derrière nous les vastes sables de l'Égypte, les murmures des civilisations disparues et les étoiles qui brillent dans le ciel du désert, nous comprenons que cette expédition a eu 2 visages. D'un côté, une défaite militaire, un échec stratégique. De l'autre, un triomphe intellectuel et scientifique, qui a ouvert une porte sur un passé oublié. La vie de Napoléon est ainsi faite de contrastes, de victoires retentissantes et de défaites secrètes. Nous voici de retour en France à l'automne 1789. Le ciel est gris sur Paris. L'atmosphère est lourde, non pas à cause de la pluie, mais à cause de l'incertitude politique. Le Directoire est à bout de souffle. Les généraux sont incapables de repousser les armées des coalitions et les citoyens sont fatigués des guerres, de la corruption et de l'instabilité. C'est dans ce climat de crise que le retour soudain de Napoléon Bonaparte, échappé d'Égypte, est perçu comme une bouffée d'air frais, un espoir de stabilité. Napoléon ne revient pas en héros public. Son retour est discret. Mais en coulisses, une conspiration est déjà en marche.
Des figures influentes, notamment l'abbé Sieyès, l'un des directeurs, cherchent un homme fort pour mettre fin au régime. Ils trouvent en Napoléon le candidat idéal. Non pas parce qu'il est un politique chevronné, mais parce que son nom est synonyme de victoire, de gloire et d'ordre. Le coup d'État a lieu les 18 et 19 Brumaire de l'an 8 du calendrier républicain, soit les 9 et 10 novembre 1789 de notre calendrier. C'est un moment de l'histoire qui est à la fois théâtral et confus. Les conspirateurs, sous prétexte d'un complot jacobin, déplacent les assemblées législatives hors de Paris, dans l'ancienne résidence royale de Saint-Cloud. Napoléon, avec ses troupes, est censé assurer la sécurité de l'événement. Le plan initial est de faire démissionner le Directoire et d'installer une nouvelle constitution. Mais la situation ne se déroule pas comme prévu. Napoléon, devant les députés, perd ses mots, se retrouve intimidé et bredouille. L'un de ses frères, Lucien Bonaparte, alors président du Conseil des 500, les deux chambres législatives, sauve la situation. Il sort de l'Assemblée, s'adresse aux soldats qui attendent à l'extérieur et les convainc d'intervenir. Les soldats, fidèles à la gloire de Napoléon, entrent dans l'Assemblée, la baïonnette au canon, et dispersent les députés. C'est une fin peu glorieuse pour le Directoire, un régime qui n'a jamais su trouver sa place entre la fureur de la Révolution et le désir d'ordre. Après le coup d'État, un nouveau régime est mis en place, le consulat. Il est dirigé par 3 consuls, dont Napoléon Bonaparte est le premier consul. C'est une nouvelle constitution, mais la réalité est que Napoléon est l'homme fort. Il concentre l'essentiel du pouvoir entre ses mains. Les 2 autres consuls, Sieyès et Ducos, deviennent des figures de l'ombre. Le consulat est une période de stabilité et de réformes profondes pour la France. Napoléon a une vision claire, réconcilier la France, la moderniser et la rendre à nouveau puissante. Il s'attaque à tous les problèmes qui rongent le pays. Il crée la Banque de France pour stabiliser l'économie et émettre une nouvelle monnaie. Il réorganise l'administration en plaçant des préfets à la tête de chaque département, centralisant ainsi l'autorité. Il rétablit les relations avec l'Église catholique en signant le Concordat de 1801, qui apaise les tensions religieuses nées de la Révolution. Mais sa plus grande et plus durable réalisation est le Code civil, ou Code Napoléon, promulgué en 1804. Ce code est une révolution en soi. Il compile et unifie les lois de la France. Il garantit la propriété privée, la liberté de conscience et l'égalité devant la loi, des principes fondamentaux hérités de la Révolution. Ce code est tellement bien conçu qu'il est encore la base du droit français aujourd'hui et a influencé les législations de nombreux pays à travers le monde. Pendant que Napoléon travaille à la pacification intérieure, il doit aussi faire face aux menaces extérieures. Il repart en campagne en Italie pour défaire la deuxième coalition. Il mène ses troupes à travers les Alpes, rééditant son exploit de 1796. La bataille de Marengo, en 1800, est une victoire cruciale. C'est elle qui met fin à la deuxième coalition et qui confirme la puissance du consulat. Les traités qui suivent, comme la paix d'Amiens en 1802, offrent à la France une brève période de paix avec l'Angleterre. Ce que nous voyons ici, c'est la naissance d'un nouveau pouvoir. Napoléon n'est plus seulement un général brillant, il est devenu un homme d'État, un architecte de la nation. Il a mis fin au chaos de la Révolution, mais à quel prix? En concentrant le pouvoir dans ses mains, il a préparé le terrain pour son élévation au-dessus de la République. Nous allons laisser ces questions en suspens pour le moment. La lune éclaire la Seine, les monuments de Paris sont plongés dans un silence paisible. Laissons cette image s'imprimer dans notre esprit, celle d'une ville qui se transforme, d'un pays qui se réinvente, sous l'ombre d'un homme qui se rêve en maître de son propre destin. Nous laissons derrière nous le Paris des consuls et nous nous avançons vers les premières années du XIXe siècle. Le consulat a apporté une paix relative et une prospérité retrouvée. Napoléon Bonaparte est l'homme de la situation, acclamé par le peuple et respecté par l'élite. Cependant, pour un homme de son ambition, le titre de premier consul ne suffit pas. L'esprit de la Révolution, qui a aboli la monarchie, semble sur le point de céder face à la soif de pouvoir d'un seul homme. Le point de bascule est l'année 1804.
C'est à cette époque que l'idée de l'Empire prend forme. Un plébiscite, un vote populaire, est organisé pour confirmer l'accession de Napoléon au titre d'empereur des Français. Le résultat est écrasant, un oui massif. La République, qui a coûté tant de sang, de larmes et d'efforts, s'efface pour laisser place à un nouvel ordre. Napoléon n'est plus un simple général ou un consul, il est désormais un empereur, à la tête d'un nouvel empire, qui se veut l'héritier de Rome et de Charlemagne. Le couronnement a lieu à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. C'est un événement fastueux, une cérémonie digne des plus grandes monarchies. Le pape Pius VII est présent pour bénir la cérémonie, mais dans un geste d'une audace calculée, Napoléon prend la couronne des mains du pontife et se la place lui-même sur la tête. Ce geste symbolique est lourd de sens. Il signifie que son pouvoir ne vient pas de Dieu, mais de sa propre volonté et de la volonté du peuple français. Il couronne également sa femme, Joséphine de Beauharnais, pour la reconnaître comme impératrice. Le couronnement de Napoléon en tant qu'empereur des Français ne plaît pas aux autres monarchies d'Europe. Elle voit en lui non seulement un usurpateur, mais aussi l'incarnation d'un régime révolutionnaire qui a décapité un roi. Une troisième coalition se forme, unissant la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie. L'Angleterre, avec sa puissante marine, est un ennemi constant. Napoléon, sachant qu'il ne peut pas rivaliser avec elle sur les mers, élabore un plan pour l'envahir. Une grande armée se rassemble sur les côtes de la Manche à Boulogne. Mais le plan d'invasion est contrecarré par une autre défaite navale, la terrible bataille de Trafalgar en 1805, où la flotte française est anéantie par l'amiral Nelson. La défaite de Trafalgar confirme la suprématie navale britannique pour le reste du siècle et scelle l'impossibilité d'une invasion. Face à cet échec, Napoléon tourne son attention vers l'Est, vers ses ennemis continentaux. Il mène ses troupes à une vitesse fulgurante, marchant à travers l'Allemagne vers l'Autriche. Il prend Vienne sans résistance. Le grand choc arrive en décembre 1805, près du village d'Austerlitz, en Moravie. C'est ici que Napoléon affronte les forces combinées des empereurs de Russie et d'Autriche. Les conditions sont parfaites pour son génie tactique. Un terrain vallonné, une brume matinale et une armée alliée qui le sous-estime. La bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de bataille des Trois Empereurs, est le chef-d'œuvre de Napoléon. En une seule journée, il inflige une défaite écrasante à ses adversaires. C'est une victoire totale. L'impact d'Austerlitz est immense. L'Autriche est forcée de signer une paix humiliante. Le Saint-Empire romain germanique, une entité politique millénaire, est dissous. À sa place, Napoléon crée la Confédération du Rhin, un groupe d'États allemands sous son contrôle. La victoire d'Austerlitz ne fait que consolider sa position en Europe. C'est l'apogée de sa puissance, le moment où il est au sommet de son influence. Imaginez l'empereur après la bataille, traversant le champ de ruines, les corps encore fumant des canons. Il est le maître de l'Europe, non par héritage, mais par sa propre volonté. C'est une image à la fois glorieuse et tragique. Glorieuse pour son génie, tragique pour le prix en vies humaines. Nous allons nous arrêter ici un moment. Laissez-vous bercer par la pensée de cette puissance éphémère. Après le triomphe d'Austerlitz, l'empereur Napoléon est au sommet de sa gloire. Il domine le continent européen. La Prusse, qui était restée neutre, se sent menacée et lève ses armées. En 1806, elle affronte seule la grande armée, la puissante armée napoléonienne. Les batailles d'Iéna et d'Auerstedt sont des victoires foudroyantes pour Napoléon. L'armée prussienne est anéantie et l'empereur entre triomphalement à Berlin. C'est un tournant majeur. La Prusse, autrefois un modèle de discipline militaire, est humiliée et contrainte d'accepter une paix dictée par la France. Napoléon se tourne alors vers l'Angleterre. La suprématie navale britannique, confirmée à Trafalgar, rend impossible une invasion directe. Il décide donc d'adopter une nouvelle stratégie, l'étranglement économique. En 1806, il décrète le blocus continental. C'est une tentative d'interdire à tous les pays d'Europe d'échanger des marchandises avec la Grande-Bretagne. L'idée est de ruiner son économie, la forçant à se soumettre. Pour faire respecter ce blocus, Napoléon doit exercer un contrôle total sur l'Europe. C'est ici que les problèmes commencent. Alors que nous nous déplaçons vers l'ouest de l'Europe,
notre attention se porte sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. Le Portugal, allié historique de l'Angleterre, refuse d'appliquer le blocus continental. Napoléon décide d'envahir le pays. En 1807, ses troupes traversent l'Espagne et entrent au Portugal. Le roi et la cour portugaise s'enfuient au Brésil, leur colonie. L'Espagne, bien qu'alliée de la France, est en pleine crise politique interne, avec un roi faible, Charles Quint, et son fils, Ferdinand. Napoléon en profite pour forcer l'abdication des deux et place son propre frère, Joseph Bonaparte, sur le trône d'Espagne en 1808. Cette décision, prise avec arrogance et un manque total de compréhension de l'Espagne, est une erreur stratégique monumentale. Le peuple espagnol, fier et profondément attaché à sa religion et à son roi, ne supporte pas l'idée d'un roi étranger imposé par la force. Le 2 mai 1808, le soulèvement éclate à Madrid, un événement connu sous le nom du Dos de Mayo. C'est le début d'une guerre brutale et sanglante, la guerre d'indépendance espagnole. Ce conflit est différent des guerres traditionnelles napoléoniennes. Il ne s'agit pas de grandes batailles entre armées rangées. C'est une guerre populaire, une guerre de guérilla, un terme espagnol qui signifie « petite guerre ». Des paysans, des prêtres, des bandits, tous s'organisent en petites bandes pour harceler les troupes françaises, attaquant les convois, sabotant les communications, disparaissant dans les montagnes. Pour la première fois, la grande armée de Napoléon est confrontée à une résistance totale et implacable. L'Angleterre, voyant une opportunité de harceler Napoléon, envoie des troupes commandées par le futur duc de Wellington. Elle s'allie aux Espagnols et aux Portugais. Cette guerre de la péninsule, comme on l'appelle, devient un véritable bourbier pour la France. Elle saigne l'armée impériale, épuisant ses ressources et ses hommes. Napoléon doit envoyer toujours plus de troupes pour maintenir un semblant de contrôle. On estime que la France a perdu plusieurs centaines de milliers de soldats dans ce conflit, des vies sacrifiées pour un trône qui n'a jamais été stable. La guerre d'Espagne est un tournant. Elle montre au reste de l'Europe que l'empereur n'est pas invincible. Elle encourage les résistances nationalistes en Italie, en Allemagne et ailleurs. Le conflit est un avertissement, un signe de la fragilité de cet empire bâti sur la force. Alors que nous nous éloignons des âpres montagnes d'Espagne, des ruines fumantes des villages et des images sombres des tableaux de Goya, nous comprenons que la lune éclaire désormais un chemin plus difficile pour Napoléon. Il est le maître d'un empire qui grandit, mais aussi d'un empire qui saigne de toutes parts. Alors que la guerre d'Espagne se consume, l'empereur Napoléon, de son côté, est un architecte de son propre empire. Il s'est marié en 1786 avec Joséphine de Beauharnais, mais leur union n'a pas donné de descendance, un problème grave pour un empereur cherchant à établir une dynastie durable. Après avoir longtemps hésité, et le cœur peut-être brisé, il se résout à divorcer de Joséphine pour se remarier. Le choix de sa nouvelle épouse est une décision politique d'une portée immense. Il se tourne vers la plus ancienne et la plus illustre des maisons royales d'Europe, celle des Habsbourg d'Autriche. En 1810, Napoléon épouse Marie-Louise d'Autriche, la fille de l'empereur François Ier. Ce mariage est un événement stupéfiant. Le neveu d'un roi décapité s'unit à la nièce de la reine Marie-Antoinette, exécutée par la Révolution française. C'est un symbole fort, une tentative de légitimer son pouvoir et de le lier aux dynasties historiques de l'Europe. Un an plus tard, Marie-Louise donne naissance à un fils, Napoléon II, surnommé le roi de Rome, assurant ainsi la pérennité de la lignée napoléonienne. À cette époque, l'Empire français atteint son apogée. Il s'étend sur une grande partie de l'Europe, directement ou indirectement. La France elle-même s'est agrandie de nouveaux territoires, incluant une partie de l'Italie et des Pays-Bas. Autour de cet empire central, Napoléon a créé une constellation d'États satellites. Ses frères et sœurs sont placés sur les trônes de Naples, de Westphalie, d'Espagne et de Hollande. Les royaumes d'Italie et de Suisse sont sous son influence. Les grands empires, l'Autriche et la Prusse, bien que théoriquement indépendants, sont affaiblis et liés à lui par des alliances et des traités. C'est une période de grande centralisation et de réorganisation en Europe. Partout où l'influence française s'étend, le Code Napoléon est introduit, les privilèges de la noblesse sont abolis,
Les systèmes judiciaires sont réformés. Il y a une certaine modernisation, mais elle est imposée par la force et financée par les contributions des peuples conquis. Le blocus continental, qui vise toujours à ruiner l'Angleterre, est la raison principale de l'extension constante de l'Empire. Chaque nation qui refuse de le respecter est confrontée à une invasion ou à une menace d'invasion. La splendeur de l'Empire est visible dans la vie quotidienne. Paris est transformé, avec la construction de monuments grandioses comme l'Arc de Triomphe, bien que celui-ci ne soit terminé qu'après Napoléon. La mode, la culture, les arts sont au service de l'empereur. C'est une période de faste et d'opulence, un contraste saisissant avec la révolution qui l'a précédée. Pourtant, sous cette façade de puissance et de stabilité, des tensions grandissantes couvent. Le fardeau des guerres constantes et les exigences du blocus continental pèsent lourdement sur l'Europe. La Russie, qui a été un allié hésitant, commence à s'éloigner de l'orbite française. Le tsar Alexandre I refuse de se soumettre complètement au blocus continental, car cela nuit gravement à l'économie de son pays, qui dépend du commerce avec la Grande-Bretagne. Il est également inquiet par les ambitions de Napoléon en Pologne, une région qui menace les frontières russes. Les fissures dans le grand empire napoléonien sont de plus en plus visibles. La guerre d'Espagne saigne l'armée et le ressentiment des peuples conquis grandit. Le mariage avec une princesse autrichienne n'a pas suffi à apaiser les vieilles rancunes. En dépit de sa gloire, de son pouvoir et de la naissance de son héritier, Napoléon se retrouve isolé au milieu de ses conquêtes. Il est un empereur, certes, mais un empereur qui n'est pas le bienvenu. Nous allons nous arrêter sur cette image, celle d'un homme qui a tout conquis, sauf l'amour des peuples qu'il a asservis. Les nuages se rassemblent à l'est et le vent se lève, annonçant la tempête. Après des années d'alliance et de rivalité, les relations entre la France et la Russie se dégradent. Le tsar Alexandre I est exaspéré par les exigences de Napoléon et le blocus continental qui ruinent le commerce russe. Il est également inquiet par les ambitions françaises en Pologne. Le temps de la diplomatie est révolu. Les deux empires se préparent à la guerre. Napoléon rassemble une armée colossale, la plus grande que l'Europe ait jamais vue jusqu'alors. La Grande Armée, forte de plus de 600 000 hommes, issus de toute l'Europe, pas seulement de France. Il y a des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des Polonais, tous marchent sous la bannière de l'empereur. En juin 1812, l'armée napoléonienne traverse le fleuve Niémen et entre en Russie. Le plan de Napoléon est simple, forcer les Russes à une bataille décisive et les écraser, comme il l'a fait à Austerlitz. Mais les Russes, sous le commandement du général Koutouzov, ont une stratégie différente. Ils refusent le combat direct. Au lieu de cela, ils se retirent, reculant plus loin dans l'immense territoire russe. Cette stratégie, appelée politique de la terre brûlée, est une tactique de survie impitoyable. Alors qu'ils se retirent, les Russes brûlent les récoltes et les villages, privant les envahisseurs de nourriture et de fourrage. Les troupes de Napoléon avancent dans un désert créé de toutes pièces. Les mois passent. L'armée impériale s'enfonce toujours plus profondément dans l'immense plaine russe, confrontée non seulement à l'ennemi invisible, mais aussi à la faim, à la maladie et à l'immensité du pays. Les lignes de ravitaillement, qui partent de milliers de kilomètres, sont trop longues pour être efficaces. Les soldats meurent par milliers. Le 7 septembre 1812, enfin, les deux armées se rencontrent près de Moscou, à Borodino. La bataille de Borodino est l'une des plus sanglantes de l'histoire. C'est un choc brutal, une confrontation frontale où les deux camps perdent un nombre effroyable d'hommes. C'est une victoire tactique pour Napoléon qui force les Russes à se replier, mais elle est très coûteuse. Il a gagné la bataille, mais il n'a pas détruit l'armée russe. Une semaine plus tard, les Français entrent dans Moscou. La ville est désertée, abandonnée par ses habitants. À peine les troupes impériales sont-elles installées qu'un gigantesque incendie se déclare. Qui l'a déclenché? Les Russes eux-mêmes, dans un ultime acte de résistance. L'incendie de Moscou est un coup dur. Les troupes napoléoniennes, sans abri et sans espoir d'y passer l'hiver, sont prises au piège. Napoléon, réalisant la gravité de la situation, tente d'ouvrir des négociations de paix avec le tsar, qui refuse de répondre.
Le temps passe, l'hiver approche. Le 19 octobre, Napoléon donne l'ordre de la retraite. C'est le début d'une des plus grandes tragédies de l'histoire militaire. Le froid intense, la neige et le manque de nourriture se combinent pour faire de la retraite une longue marche de la mort. Les Cosaques et les paysans russes harcèlent les soldats, les attaquent par surprise. Le moment le plus critique est la traversée de la Bérésina, un fleuve glacé où des milliers de soldats, de chevaux et de civils se noient ou périssent de froid en tentant de traverser sur des ponts improvisés. La grande armée est anéantie. Seuls quelques dizaines de milliers d'hommes parviennent à s'échapper, brisés et dépenaillés. La campagne de Russie est le tournant décisif des guerres napoléoniennes. Elle a brisé le mythe de l'invincibilité de Napoléon et a montré la fragilité de son empire. Les rois et les empereurs d'Europe, qui avaient été terrifiés, reprennent courage. C'est le début de la fin pour l'empereur. Après le désastre de la campagne de Russie, l'odeur de la défaite flotte sur l'Europe. Le mythe de l'invincibilité napoléonienne est brisé. Les rois et les empereurs qui avaient tremblé devant le petit caporal lèvent la tête et reprennent espoir. La Prusse et l'Autriche, les deux grandes puissances continentales humiliées par Napoléon, se retournent contre lui et rejoignent la Russie et la Grande-Bretagne pour former une nouvelle coalition, la 6e coalition. Napoléon, de retour en France, montre une résilience incroyable. En un temps record, il lève une nouvelle armée composée en grande partie de jeunes conscrits inexpérimentés que l'on surnomme les Marie-Louise, en référence à la nouvelle impératrice. C'est une armée moins aguerrie, moins bien équipée, mais elle est là. La guerre reprend en 1813 en Allemagne. Napoléon remporte des victoires tactiques, mais n'arrive pas à détruire ses ennemis, qui, forts de leur supériorité numérique et d'une nouvelle stratégie, se liguent contre lui. Ils appliquent la tactique de Trachenberg. Éviter les confrontations directes avec Napoléon lui-même, mais attaquer ses maréchaux et ses corps d'armée isolés. Le point culminant de cette campagne est la bataille de Leipzig, en octobre 1813. Surnommée la bataille des nations, elle voit s'affronter une armée française et ses alliés, face aux armées combinées de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche et de la Suède. Le combat dure 4 jours, impliquant plus d'un demi-million de soldats, ce qui en fait la plus grande bataille des guerres napoléoniennes. C'est une défaite cuisante pour Napoléon. Ses forces sont submergées. Il est forcé de battre en retraite vers la France, son empire allemand est perdu. La guerre se déplace alors sur le sol français, en 1814. C'est la campagne de France. Malgré une armée inférieure en nombre, Napoléon mène une série de victoires brillantes contre les forces de la coalition, utilisant sa connaissance du terrain et sa vitesse de manœuvre. Mais il ne fait que retarder l'inévitable. Les forces alliées sont trop nombreuses. L'empereur de Russie, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche entrent triomphalement à Paris en mars 1814. Les Parisiens, las de la guerre et des conscriptions, ne résistent pas. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique sans condition en faveur de son fils. C'est la fin du Premier Empire français. Les Alliés le forcent à signer le traité de Fontainebleau. Il conserve son titre d'empereur, mais il est relégué sur un petit royaume insulaire, l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. On lui donne une petite armée de garde pour sa protection et une rente annuelle. Le retour des Bourbons, la dynastie royale qui a régné avant la Révolution, est précipité par les puissances étrangères. Louis VIII, le frère de Louis XVI, est restauré sur le trône de France. C'est la fin d'une époque, un retour en arrière forcé par les vainqueurs. Mais le nouveau régime peine à s'imposer. Les vétérans de l'armée napoléonienne sont mis à l'écart. Les nobles émigrés reviennent avec un esprit de revanche. Le climat social est tendu. L'Europe se réunit au congrès de Vienne pour redessiner la carte du continent, mais les puissances sont divisées et les négociations piétinent. Napoléon, sur son île d'Elbe, est trop proche de l'Europe. Il observe les événements et sait qu'il a encore le soutien de l'armée et d'une partie du peuple français. L'idée de tenter un retour audacieux commence à germer dans son esprit. La lune, silencieuse et complice, éclaire les rives de cette petite île. Elle est la seule témoin de ses plans. Laissez-vous porter par cette image, celle d'un homme tombé de son piédestal,
mais qui n'a pas encore renoncé. La nuit est un murmure qui nous emmène vers la dernière partie de cette histoire. Reposez-vous, la fin est proche. Nous arrivons au terme de notre voyage et la lune éclaire maintenant un sentier que l'on pensait fermé à jamais. Après son abdication et son exil sur la petite île d'Elbe, la tranquillité de Napoléon est une façade. L'idée de son retour ne le quitte jamais. Il est informé des difficultés de la France sous le règne de Louis VIII, de l'insatisfaction de l'armée et du peuple. Il sait que son temps est venu. Le 26 février 1815, il s'échappe de l'île d'Elbe avec un petit groupe de fidèles. Le 1er mars, il débarque sur la côte française près de Cannes, un événement qui va donner lieu à la période des 100 jours. Sa marche vers Paris est une épopée. Les troupes envoyées pour l'arrêter se rallient à lui. La route est semée de scènes poignantes. Lorsque le maréchal Ney, qui avait juré à Louis VIII de lui ramener Napoléon dans une cage de fer, le rencontre près de Grenoble, il se jette dans ses bras et ses soldats, hurlant de joie, le rejoignent. C'est un triomphe sans effusion de sang. Le 20 mars, il entre dans Paris et Louis VIII s'enfuit en hâte. Napoléon est de nouveau empereur, acclamé par les foules. C'est une nouvelle ère, mais elle est très courte et fragile. Les puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne, sont horrifiées. Elles le déclarent hors la loi et rassemblent de nouvelles armées pour en finir une fois pour toutes. Napoléon sait que le temps joue contre lui. Il doit frapper vite avant que la coalition ne soit prête. Il se tourne vers la Belgique où 2 armées ennemies sont en position. Une armée anglo-hollandaise, commandée par le duc de Wellington, et une armée prussienne, menée par le maréchal Blücher. Le plan de Napoléon est de les séparer et de les vaincre l'une après l'autre. Le 18 juin 1815, près du village de Waterloo, le sort de l'Europe se joue sur un champ de bataille. La bataille de Waterloo est le point culminant de cette épopée. Le temps est pluvieux, le terrain est boueux, mais le combat fait rage toute la journée. Les troupes françaises affrontent les Britanniques et leurs alliés. Napoléon, malade et fatigué, ne peut pas être partout à la fois. Sa stratégie, qui a si souvent porté ses fruits, ne fonctionne plus. La communication est défaillante. Certains de ses maréchaux commettent des erreurs cruciales. Wellington, avec une patience de fer, tient ses positions sur une crête. Le moment décisif arrive en fin d'après-midi. L'armée prussienne, qui devait arriver tôt le matin, débarque enfin sur le flanc droit français. C'est l'erreur que Napoléon n'aurait jamais dû faire. L'arrivée des Prussiens scelle le sort de la bataille. L'armée française est prise en tenaille et la retraite se transforme en déroute. Le dernier carré de la garde impériale, la plus fidèle et la plus brave des troupes de Napoléon, refuse de se rendre. Ils préfèrent mourir plutôt que d'abandonner leur empereur. Selon la légende, le général Cambronne leur aurait lancé une phrase célèbre avant de mourir. « La garde meurt, mais ne se rend pas. » La défaite est totale. Napoléon est obligé de retourner à Paris, où il est contraint d'abdiquer une seconde fois. Cette fois, c'est la fin. Il tente de s'enfuir vers les États-Unis, mais la marine britannique l'intercepte. Il se rend alors aux Britanniques, espérant qu'ils le traitent comme un souverain déchu. Mais pour eux, il n'est qu'un prisonnier dangereux. L'exil définitif de Napoléon est sur une île lointaine et isolée dans l'Atlantique Sud, l'île de Sainte-Hélène. Le climat est hostile, les conditions de vie sont dures, et il est surveillé de près par le gouverneur, Hudson Lowe. C'est ici, sur ce rocher perdu, que Napoléon passe ses dernières années, écrivant ses mémoires, relisant les événements de sa vie et se construisant une légende. Il meurt en 1821, à l'âge de 51 ans. Les causes de sa mort sont encore débattues par les historiens. L'héritage de Napoléon est immense et complexe. Il a mis fin à la Révolution française, mais a aussi exporté ses idées à travers l'Europe. Il a donné à la France des institutions qui perdurent, comme le Code civil. Mais il a aussi causé la mort de millions d'hommes et a laissé l'Europe meurtrie et redessinée. Son mythe, celui de l'homme qui a tout conquis, a inspiré et fasciné de nombreuses générations. Alors que nous laissons les vagues de l'Atlantique Sud se fracasser sur les rochers de Sainte-Hélène, nous nous arrêtons. L'histoire des guerres napoléoniennes est comme une grande vague. Elle a balayé le monde, a tout changé sur son passage,
puis s'est retirée, laissant derrière elle un nouveau paysage, transformé pour toujours. Le silence de la nuit enveloppe ces événements. La lune, témoin de tout, brille paisiblement. Reposez-vous maintenant. Le voyage est terminé.